Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le chômage, vous le savez, a battu un nouveau record dans notre pays. Tout cela en pleine visite d'Angela Merkel. Et alors que le président maintient et réaffirme une fois de plus son objectif d'inversion de la courbe du chômage. Hier, le couple franco-allemand faisait front uni contre ce chômage pour l'emploi des jeunes et une meilleure gouvernance économique européenne. Nous avons intitulé cette émission « Chômage, état d'urgence » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Mathilde Lemoine est économiste, directrice des études économiques chez HSBC France. Je rappelle que vous avez été auditionnée par la mission parlementaire sur la compétitivité de l'économie française. C'était en 2011. Éric Heyer est lui aussi économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Vous venez de publier Tenue de rigueur imposée aux éditions de l'OFCE. Je renvoie aussi à votre bilan annuel, l'économie française 2013. Guillaume Roquette est lui directeur de la rédaction du Figaro Magazine. À la une cette semaine, le climat avec cette question, le réchauffement c'est pour quand? Votre éditorial reste consacré à la manif pour tous. Il est intitulé L'onde de choc. Enfin, Bernard Vivier est économiste et historien de formation. Vous dirigez l'Institut supérieur du travail. Vous enseignez à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. L'Institut vient de publier une enquête dans laquelle 8 Français sur 10 considèrent que le dialogue social fonctionne mal en France. Et bien justement, ce sera la première question. Est-ce qu'il faut prendre des cours de dialogue social en allemand? Je veux dire avec Angela, Bernard Vivier. Non, pour deux raisons. La première, c'est que notre droit français est français, le droit allemand est allemand, et que les cultures ne sont pas reproductibles d'un pays à l'autre. Deuxièmement, parce que les logiques gouvernementales ne sont pas ou pas encore, c'est une question qu'il va falloir aborder, les mêmes. Le président de la République française s'est rendu en Allemagne, a rendu un grand hommage à l'action menée par le Parti social-démocrate Schröder, les lois Hartz, qui depuis 10 ans ont régénéré le dispositif du marché du travail, provoqué de bons effets, de mauvais effets aussi, mais nous ne sommes pas en capacité pour l'instant de le faire. Mais convergence ou pas convergence franco-allemande, c'est une question vraiment centrale, parce qu'effectivement, sur le plan économique et social, c'est difficile, et nous sentons que sur le plan politique, c'est une absolue nécessité que de renforcer ce couple franco-allemand. Alors, il se trouve que dans cette émission, on va beaucoup se comparer avec les Allemands, mais est-ce que vous venez de me dire qu'il ne fallait surtout pas le faire? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. J'ai entendu dans votre réponse, il faut marcher ensemble, mais ça ne sert à rien d'une certaine façon de nous comparer pour des raisons de culture. Et on a envie de répondre, pardonnez-moi, oui, mais là on est quand même en train de parler d'une guerre bien particulière qui est la guerre contre le chômage. Alors, il faut peut-être se comparer un peu plus à l'Allemagne, du coup. Se comparer, oui, se confondre, non. Ce serait vain de dire le modèle allemand a fonctionné en Allemagne, importons-le en France, ce ne sera pas jouable. Nous avons un concert économique et social européen à mettre en œuvre. Ça, ce sont des mesures économiques et sociales au niveau européen. Ça, c'est la dimension communautaire. Et nous avons probablement, certainement, évidemment, à regarder, à se comparer, à benchmarker, comme on dit dans le jargon, et à voir comment ont fait les Allemands dans leur contexte. Oui. Mais on ne peut pas faire une traduction mot à mot, ce serait une catastrophe, et ça ne marcherait pas. Les partenaires sociaux en France et les partenaires sociaux en Allemagne ne sont pas culturellement fabriqués pareil. Alors, il y a une autre question, c'est que déjà, lors de sa conférence de presse, le président de la République est intervenu sur le domaine de la gouvernance européenne. On voit la France et l'Allemagne dire nous faisons un front uni de lutte contre le chômage, pour l'emploi des jeunes, on va détailler ça dans l'émission. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des décisions à deux ou de se fixer des objectifs à deux quand on est dans une Europe qu'on dit unie ou au minimum dans une zone euro avec des contraintes parfois communes? Qu'en pensez-vous? Il me semble que c'est vraiment une question d'opportunité. C'est-à-dire que le chômage a été un peu le prétexte pour le couple franco-allemand de se montrer uni. Parce que les Européens ont déjà accepté, conclu des accords pour lutter contre le chômage des jeunes, et on va en parler déjà au mois de février. Donc finalement, c'est vraiment de l'affichage, c'est montrer que le couple franco-allemand est capable de s'entendre sur un certain nombre de sujets, et malheureusement, je crains que ce soit insuffisant par rapport à l'ampleur du problème. Vous me dites quoi? Il fallait vraiment le chômage pour qu'on les voit se copiner comme ça, les deux? Oui, je pense que c'était vraiment, pour moi, le prétexte au rapprochement franco-allemand, parce que, comme tous les présidents français, le président actuel a cru qu'on pouvait faire l'Europe sans l'Allemagne. Au bout d'un
un an, il se rend compte que non. C'était la même chose avec le précédent. Et là, le chômage est un vrai sujet. En plus, l'Allemagne est confrontée à un rejet total de sa politique. Et donc, elle a pris des initiatives. Son ministre du Travail, le ministre du Travail du gouvernement Merkel, a pris des initiatives avec les Espagnols pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'apprentissage, que les Espagnols puissent avoir accès à de l'apprentissage en Allemagne. Enfin, des initiatives extrêmement positives. Et donc, le couple franco-allemand étant si important, il fallait aussi qu'il se positionne sur ce sujet. Donc, pour moi, c'est plutôt un prétexte. Et encore une fois, je trouve qu'il faudrait plutôt appliquer les mesures qui ont déjà été décidées, qui, de mon point de vue, vont plus loin. Vous venez de citer quelque chose qui a l'air très ténu, mais qui est très intéressant. Quel est l'intérêt pour les Espagnols d'aller faire de l'apprentissage en Allemagne? Il y a un système qui est, oui, effectivement, il y a un système qui est beaucoup plus développé que ce qu'on peut observer dans les entreprises espagnoles, d'ailleurs dans les entreprises françaises également. Et puis surtout, c'est politique. Enfin, c'est aussi montrer que les Allemands ne sont pas que là pour dire ce qu'il ne faut pas faire, mais sont aussi capables de proposer des choses positives. C'est politique ou c'est cosmétique? Politique. Mais après, à vous de conclure. Excusez-moi, ils vont aller faire de l'apprentissage en Allemagne pour travailler en Allemagne ou pour revenir travailler chez eux? Il y a des intérêts communs. Donc, il faut que expliquez-nous ça. Moi, je suis téléspectateur, j'entends ça, ça m'intrigue. Premièrement, et ensuite je dis mais pourquoi faire concrètement? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une économie au plein emploi en Europe, il n'y en a qu'une seule, c'est l'Allemagne. Eux, ils sont au plein emploi, ils sont à 5% de chômage, et en Espagne, il y a 27% de chômage. C'est quasiment la pire des économies. Et il y a une économie qui est vieillissante, mais très vieillissante, c'est l'Allemagne. L'Allemagne perd de la population chaque année. L'Allemagne est en tension sur le travail. Donc ils ont besoin d'une immigration. Donc vous avez d'un côté un pays qui a un chômage de masse, et d'un autre pays, et d'un autre côté, un pays qui est en tension. Donc, effectivement, les Allemands ont besoin de ces jeunes Espagnols. De toute manière, ils ont recours massivement à l'immigration aujourd'hui. Ils arrivent, vous voyez, ils perdent à peu près 100 000 personnes à la population. C'est-à-dire que vous avez 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, et 900 000 qui sortent à la retraite. Donc ils perdent chaque année 100 000 personnes dans la population active. Donc ils sont obligés de faire appel à l'immigration. S'il y a un trop-plein quelque part, qu'ils aillent en chercher, c'est complètement logique. Oui, mais est-ce que vous venez de me dire que par ailleurs, les Allemands faisaient le choix de choisir leur immigration pour le coup? Parce qu'il y a aussi cette question qui est forcément sous-jacente. Oui, mais peut-être qu'ils peuvent la choisir, mais on voit bien qu'en plus, on voit bien que c'est un peu du donnant-donnant. Moi, ça me donne une clé d'explication à la machine à boulons. On vous demande de faire, c'est ce que disait Mathilde Lemoine, on vous demande de faire beaucoup d'efforts, vous Espagnols, mais on n'a pas que le mauvais rôle. Aussi, on va essayer de qualifier vos jeunes. Alors là, le problème, c'est qu'on se dit, mais on est en train de tuer un peu l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne est dans une situation catastrophique et en plus perd une partie de sa main-d'œuvre. Donc le rebond va être compliqué en Espagne et je pense que les mesures sont un peu trop fortes. Parce que moi, il me semble. Mais nous sommes d'accord, vous et moi, pour dire que s'ils viennent travailler in fine en Allemagne, ça ne fera pas du boulot en Espagne. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça peut être aussi catastrophique. Mais oui, mais bon, on sauve une partie de cette population-là. C'est-à-dire que le drame serait qu'on laisse les Espagnols en Espagne avec un chômage qui continue à grimper, avec une durée au chômage qui reste extrêmement élevée et qui rend inemployable. Donc c'est tout de même une bonne chose. Bon, voilà. Moi, je pense que tout de même, le problème du chômage aujourd'hui, c'est quand même un problème macroéconomique. Et donc, c'est comme ça qu'on doit voir aussi le couple franco-allemand. C'est-à-dire que, pourquoi ils se rassemblent autour du chômage? C'est que le problème du chômage aujourd'hui, c'est pas... En tout cas, c'est un effet secondaire, toute la réglementation. Le problème massif du chômage en Europe, c'est qu'il n'y a pas de croissance économique. Et donc, l'idée d'un couple franco-allemand, c'est de relancer la croissance économique en Europe. On va y revenir. Guillaume Roquette, vous vouliez intervenir. Oui, parce qu'il est intéressant cet exemple des jeunes Espagnols qui peuvent aller suivre leur apprentissage en Allemagne. Parce que c'est très révélateur de ce qu'est peut-être la vision de l'Allemagne de la coopération européenne. C'est-à-dire que, d'un point de vue politique, les mauvais esprits diront superficiel, il y a une collaboration. Mais dans le fond des choses, l'Allemagne n'oublie pas quels sont ses intérêts, notamment un besoin de main-d'œuvre, puisque je vous rappelle que le chômage baisse en Allemagne et il y a les évolutions démographiques qui viennent d'être rappelées. Oui. Et peut-être que dans un certain sens, la relation franco-allemande est la même, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de façon affichée et politique d'arriver vers une convergence, mais une convergence comment? Regardez, ce qui se passe en Allemagne, c'est d'ailleurs l'un des enjeux de la campagne électorale. Est-ce qu'il faut un SMIC en Allemagne? Aujourd'hui, ça n'existe pas. D'après ce que j'ai vu, le salaire minimum dans les services est de 7 €. Il est du double, ou quasiment, dans les travaux publics. C'est-à-dire que ce sont les branches qui décident du salaire minimum. Alors, dans les grandes déclarations et dans le texte qui a été adopté par la France et l'Allemagne pour essayer d'imaginer ce gouvernement économique, il y a le fait d'arriver vers un salaire minimum. Mais au même moment, Mme Merkel, pendant la campagne des législatives, puisqu'il y a des élections en Allemagne au mois de septembre, répond au SPD
les sociodémocrates qui, eux, veulent instaurer un SMIC, Mme Merkel dit, attention, les pays où il y a un SMIC, c'est le pays où il y a beaucoup de chômage. C'est pour ça que, dès lors que l'Allemagne n'a pas des... Angela nous tient un double langage. Je voudrais dire... Un langage chez elle, en campagne électorale, et un langage chez nous, oui, quand elle rencontre elle François. Elle le fait probablement en toute bonne conscience. Parce qu'elle considère que l'Allemagne, elle, a fait les efforts nécessaires qui lui permettent aujourd'hui d'être un leader en Europe. Et ce qu'elle reproche à la France, c'est de dire, vous voulez un gouvernement européen, mais est-ce que finalement, vous ne voulez pas ça pour faire de la relance plutôt que de faire des réformes? Vous qui êtes pour la paix des ménages. Oui, sur la question Espagne-Allemagne, personne n'ignore que la France se situe entre l'Espagne et l'Allemagne. Oui, absolument. Et que la relation entre la France et l'Allemagne pourrait être plus naturelle. Pourquoi l'Espagne se sent si proche de l'Allemagne? Pour des raisons aussi culturelles. D'abord, la façon dont le modèle social espagnol s'est construit, après la libération du système franquiste, il s'est rapproché beaucoup du système allemand. L'idée de cogestion allemande n'est pas très éloignée de la façon dont les Espagnols conçoivent la vie en entreprise. L'idée de pacte social est très développée en Allemagne, très développée en Espagne, et tout ça pas en France. Ce qui veut dire que l'idée de convergence entre des intérêts qui s'opposent, mais qui à un moment donné, sur un enjeu majeur, les retraites, le chômage, peuvent se retrouver, les Espagnols sont beaucoup plus proches de l'Allemagne. Alors, on ne va pas remonter à Charles Quint, mais l'histoire nous permet de passer par-dessus la géographie. Oui, les Espagnols et les Allemands sont culturellement très proches. Est-ce que vous imaginez, parce que du coup, on dirait une pelote, mais qui n'est pas inintéressante, on pourrait se dire, est-ce que beaucoup de Français au chômage seraient intéressés par le fait d'aller faire de l'apprentissage en Allemagne ou à Dortmund? Moi, ça me paraît absolument inimaginable. Bien sûr. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est voir ce qui a fait le succès de l'apprentissage en Allemagne et de l'importer en France. Pourquoi en Allemagne ça marche l'apprentissage? Parce que ce n'est pas l'État qui gère, ce sont les Länder, les régions. Parce qu'il y a une relation très étroite entre les entreprises et les collectivités territoriales. Oui. Voilà. En France, tout est happé par l'État ou alors complètement fragmenté entre différents opérateurs qui délivrent l'apprentissage. Les Espagnols qui vont faire de l'apprentissage en Allemagne, ils touchent des indemnisations? Les Espagnols qui iront faire, est-ce qu'ils toucheront des indemnisations? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. C'est un système allemand. Comme un système de formation professionnelle à la française, mais. Bien sûr, bien sûr. Bon. Vous trouvez que c'est un modèle dont il faut s'inspirer pour d'autres pays européens? Non, moi, il me semble pas du tout. Alors... Non, moi, je pense que la question est la question qui est posée aussi par le New Deal développé par François Hollande et Angela Merkel pour l'emploi, c'est de faire en sorte que les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien bénéficient effectivement d'un accès à une formation quelle qu'elle soit, et pas que l'apprentissage, parce que pour aller dans l'apprentissage, il faut souvent déjà avoir des connaissances de base. Et aujourd'hui, en France, par exemple, on a des classes d'âge, à peu près 17% d'une classe d'âge, qui sort du système scolaire sans rien. Donc, il me semble que ce qui est important, c'est de développer dans l'ensemble des pays de la zone euro des dispositifs qui, effectivement, font en sorte que tout jeune de moins de 25 ans dispose au bout de 4 mois maximum, soit d'une formation, soit d'un apprentissage, soit d'un stage. Vous diriez qu'il soit employable, tout simplement? Exactement. Et ça, c'est l'objectif qui a été décidé par les Européens au mois de février et qui n'est pas appliqué. Or, je pense que c'est une réponse beaucoup plus efficace qu'à cette coopération espagnole et allemande qui, encore une fois, je le crois, est plutôt politique et répond aux attaques qui sont formulées par l'Europe du Sud vis-à-vis de l'Allemagne. Alors les chiffres du chômage sont donc tombés en pleine visite d'Angela Merkel à Paris. Du coup, le président François Hollande présente la chancelière allemande comme une alliée dans la lutte contre le chômage dans notre pays. Bref, le moteur franco-allemand semble rallumé en partie pour l'emploi avec des initiatives conjointes, en particulier visant les jeunes. Tout cela sur fond de gouvernance économique européenne réaffirmée. Sarah Sisman et Dominique Lemarchand. C'est quasiment l'œuvre la plus colorée de Max Beckmann. L'exposition a créé la polémique en Allemagne. Et pourtant, c'est dans les allées du musée du Louvre que François Hollande et Angela Merkel ont joué à l'entente cordiale. Fini la tension amicale dont parlait le président. Les relations franco-allemandes se réchauffent, du moins officiellement. En témoigne une déclaration commune sur la croissance et l'emploi des jeunes en vue du prochain sommet européen.
La croissance, le chômage des jeunes ont une importance capitale. Et François Mitterrand, je veux dire François Hollande, ça c'était un ancien président. Lapsus, de quoi dérider une atmosphère un peu tendue. La chancelière partage même l'idée d'un gouvernement économique européen relancé par François Hollande. Nous avons besoin de davantage de coordination des politiques économiques. Cela s'exprime sur le plan institutionnel par une meilleure coopération au sein de l'Eurogroupe. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Quand on parle de la France et de l'Allemagne, on croit que nous ne sommes pas d'accord. Et la plupart du temps, nous le sommes. Alors, il peut y avoir des nuances. Des nuances, mais des nuances importantes. En réalité, difficile de dépasser les divergences de fond. La veille, François Hollande a irrité Berlin en répliquant à la Commission européenne. Bruxelles lui demandait d'entamer une réforme des retraites dès cette année, mais aussi de son marché du travail. Ce délai de 2 ans supplémentaires doit être utilisé pour régler le problème de compétitivité dont souffre la France. Du fait de la dette croissante du gouvernement qui dépasse les 90% du PIB, le budget 2013 doit être suivi de manière très stricte et les efforts de consolidation poursuivis. Le président avait alors jugé que Bruxelles n'avait pas, je cite, à nous dicter ce que nous avons à faire. Mais par les temps qui courent, pour les Allemands, critiquer Bruxelles, c'est critiquer l'Allemagne. La réaction de François Hollande montre le désespoir considérable de son gouvernement qui, 1 an après son arrivée au pouvoir, n'a pas encore trouvé de réponse efficace aux problèmes économiques et financiers de son pays. Jeudi, François Hollande persiste et signe. Toutes les réformes qui doivent être menées le seront. Mais le détail, les procédures, les manières de faire relèvent de la responsabilité du gouvernement. Au même moment, pendant la conférence de presse, les mauvais chiffres du chômage tombaient, plus 1,2%. La chancelière semble avoir quelques idées pour faire repartir l'emploi en France. Il y a 10 ans, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Ce n'est pas tombé du ciel. Cela est dû à des réformes du marché du travail. La situation de l'Allemagne est celle que l'on connaît parce que nous avons mis de la flexibilité dans le droit du travail. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'il vaut mieux qu'un jeune ait un emploi, mais avec une certaine flexibilité, ou bien vaut-il mieux ne pas avoir d'emploi du tout? Pour clore cette journée, Jean-Louis Beffa et Gerhard Krome, 2 grands industriels, ont remis leur rapport sur la compétitivité et la croissance en Europe. Une trentaine de propositions dans lesquelles Paris et Berlin pourront piocher d'ici le prochain sommet européen de juin. Est-ce que la France est devenue l'homme malade de l'Europe ? Non, mais absolument pas. Qu'il soit malade, oui, mais ce n'est pas l'homme malade de l'Europe. Mais regardons ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans la situation qui était celle de l'Allemagne il y a 10 ans. Avant les réformes, c'est ça, parce que c'est ça la référence d'Angela Merkel. Elle nous le balance gentiment dans la conférence de presse. En termes de taux de chômage, c'est complètement. En termes de taux de chômage, en 2005, l'Allemagne était à plus de 11%, mais on n'y est pas encore. Alors c'est vrai qu'ils étaient à 11%, ils sont maintenant à 5%, donc ils ont fait des efforts, mais ils étaient dans une situation en termes de taux de chômage nettement supérieure à la nôtre aujourd'hui. En termes de taux de pauvreté, l'Allemagne est aussi forte que nous. Et alors après, regardons les autres pays. Enfin, pensez que l'Europe ne se résume pas entre la France et l'Allemagne. Regardons l'Espagne, regardons l'Italie, regardons la Grèce, le Portugal, l'Irlande. Tous ces pays sont bien plus malades que la France. L'Espagne est dans une situation catastrophique. C'est vraiment à la fois l'élève malade et celui qui a le risque systémique d'explosion de la zone euro le plus important. Donc ne se trompons pas de cible. Que ensuite la France ait des problèmes, bien entendu que la France a des problèmes, on aurait tort de les nier, mais on voit bien que, attention, les réformes structurelles menées en Allemagne, on sait très bien la face cachée, on sait très bien aussi que quand l'Allemagne a mené ses réformes structurelles, c'est au moment où ils ont laissé filer leurs déficits. Les déficits publics pendant cette période-là ont dépassé la barre des 3%, ce qui semble assez... Il y avait de la compensation. Mais la compensation, c'était, ils ont fait des réformes structurelles quand personne n'en faisait et
ils ont laissé filer les déficits pendant qu'ils faisaient la réforme structurelle. Je pense que là, il y a eu un avancé avec la Commission européenne, c'est-à-dire, effectivement, on va vous laisser on assouplit un peu les conditions budgétaires pour que vous puissiez faire vos réformes. Mais ça, c'est un grand pas en avant. C'est qu'effectivement, on ne peut pas tout serrer. On ne peut pas demander des réformes structurelles, faire des restrictions budgétaires et tous en même temps et trop rapidement. Mathilde Lemoine. Le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que la situation est dramatique, que la France est très malade, que tout va mal, alors que le taux de chômage reste inférieur à celui qu'on a connu à la fin des années 90. Et ce pessimisme vient, si on regarde en détail les enquêtes des ménages notamment, vient du fait que les ménages ne croient plus en la possibilité d'améliorer la situation. Donc ils ne croient plus en la politique économique. Et le problème vient vraiment de ça et pas du tout de la réalité de la situation qui, encore une fois, n'est pas pire que celle des années 90. Alors pourquoi? Avec des augmentations massives d'impôts et l'annonce bientôt d'allocations familiales qui, pour certains, seront supprimées. Oui, mais en termes de croissance, de chômage, c'est pas une situation plus dramatique que celle, encore une fois, qu'on a connue dans les années 90. Alors, qu'est-ce qui fait ce pessimisme? Qu'est-ce qui fait cette impression, au-delà des aspects politiques de hausse d'impôts, etc., de financement de notre modèle social? C'est le fait qu'on réutilise les mêmes recettes, et en particulier sur le coût du travail. On a le sentiment que la compétitivité de la France va passer par la diminution du coût du travail. C'est ce qu'on avait fait dans les années 90. Or, on se rend compte que finalement, 20 ans plus tard, on en est exactement au même point, même si au début des années 2000, on a connu une amélioration. Et donc, c'est ce phénomène de réutilisation des vieilles recettes qui, aujourd'hui, plombe le moral des ménages et leur donne le sentiment que la situation est absolument dramatique, au-delà, encore une fois, des cas personnels ou des situations sociales personnelles. On n'a pas essayé autre chose. Et ce que nous renvoie Angela Merkel, au-delà de l'aspect politique, c'est aussi ça. Ce n'est pas tombé du ciel, nous dit-elle pendant la conférence de presse. Oui, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire comme les Allemands, mais on pourrait, nous aussi, essayer autre chose que ce qu'on a essayé lors des précédentes décennies. Et ce qui me frappe dans les commentaires qu'on fait... Vous voulez dire que c'est déprimant, quelque part, de se dire qu'on a fait beaucoup de choses différentes et qu'on a l'impression que ça ne bouge jamais? Qu'on est exactement au même point, et encore une fois, sur le coût du travail, on se dit, mais c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il va falloir encore le baisser de 10%, de 15%? Et par rapport à qui? On se comparera aux Espagnols. Aujourd'hui, maintenant, on se compare aux Espagnols en disant, finalement, la compétitivité des Espagnols s'améliore vis-à-vis de la France. Ils nous prennent des parts de marché en Allemagne. Donc, où est la limite? C'est cette spirale négative. À 3 200 000 chômeurs, et même si vous nous dites qu'on a connu plus grave dans le passé, il est clair quand même que la question principale, c'est comment on fait, parce que ce sont du coup des milliers de Français qui souffrent, 3 200 000 chômeurs, ce sont des familles autour. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour changer les choses ou pour aborder la question, je dirais, sous un angle peut-être un peu plus positif ou un peu différent. Bernard Vivier, vous avez une idée? Oui, toute la difficulté de la question est dans le qu'est-ce qu'on fait et qui est on. Oui. En France, la réponse c'est l'État. En Allemagne, ce n'est pas l'État. En Grande-Bretagne, il y a 30 ans, quand le pays a vécu des moments économiques et sociaux et politiques très difficiles, ce n'est pas vers l'État qu'on s'est retourné. L'État s'est restructuré, s'est remis en cause. En Allemagne, ce sont les régions, ce sont les entreprises, ce sont les acteurs. En France, c'est toujours l'État. C'est-à-dire que nous n'avons toujours pas réformé la fonction publique. Répétons-le encore une fois, nous avons une belle fonction publique de qualité. Nous n'avons pas une fonction publique assez formatée, elle est trop grosse et pas assez dynamique. Rapport de la Cour des comptes sur l'éducation nationale et la répartition des moyens, c'est une catastrophe. Et quand il s'agit de parler de compétitivité, de formation, eh bien, on est toujours en train d'être convoqué par la puissance publique, le 20 et 21 juin prochain, rebelote, Sarkozy hier, Hollande aujourd'hui, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les acteurs directs du marché du travail, sont convoqués au plus haut niveau de l'État, à l'Élysée ou à Matignon ou au Conseil économique et social et environnemental, pour discuter sous la houlette de l'État des mesures à prendre. La réforme de la flexibilité a été engagée entre partenaires sociaux, elle a débouché en janvier dernier. On est à peine en train aujourd'hui de la transcrire dans la loi. Ça fait penser à ce qui s'est passé quand la fameuse affaire Danone-Lu a éclaté il y a 12 ans de ça. Il y avait deux usines, une en Hollande, aux Pays-Bas on va dire, et l'autre à Calais. Eh bien, le premier salarié de Calais n'était pas encore engagé dans un reclassement que le dernier mis dehors en Hollande, aux Pays-Bas, était déjà reclassé. C'est-à-dire que nous perdons du temps. Ce qui nous manque en France, c'est une réactivité dans les décisions. Quoi faire, nous le savons à peu près. Qui doit le faire
et quand le faire, ça, ce sont deux questions qu'il nous faut trancher. Donc 11, c'est aussi l'État qui se pose des questions à lui-même. Oui, par définition. Bien sûr, l'État n'est pas un bon employeur, l'État n'est pas un bon gestionnaire. Par contre, l'État est un bon gestionnaire de ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire le privé. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, et pas uniquement parce qu'ils travaillent dans la fonction publique, qui doivent se dire, je ne comprends pas le lien entre ampleur de la fonction publique ou dimension de la fonction publique et rapport au chômage ou au dynamisme des entreprises. En quoi avoir une fonction publique moins importante pourrait-elle contribuer à avoir moins de chômage ou une société plus dynamique sur le plan de la vie de ces entreprises? Ça, vous avez envie de... Moi non plus, j'y crois pas, je suis comme vous, parce que si, effectivement, on a sans doute le poids des fonctionnaires le plus important, mais on n'a pas le chômage le plus important. Et au cours de la crise, on n'a pas eu un chômage qui a augmenté plus qu'ailleurs. Au contraire, alors encore une fois, il faut enlever l'Allemagne, qui a une exception, mais sinon, le chômage a bien plus explosé dans des pays où le poids de la fonction publique est plus faible. Donc faire cette corrélation-là est sans doute, justement, est un peu fallacieuse. Non, on voit aujourd'hui... Est-ce qu'une partie de l'argent qui va soutenir notre fonction publique, quelles que soient ses qualités et ses défauts, soulignés à quelques instants, c'est de l'argent qui n'est pas au même moment dans de l'innovation, dans de la relance, dans de la créativité. Mais dans les pays où il y a moins de fonction publique, il n'y a pas plus d'investissement en recherche et développement, il y a un chômage qui progresse plus vite. Donc vous voyez que c'est trop réducteur de le voir de cette façon-là. Donc je ne pense pas qu'il y ait effectivement des efforts à faire dans la productivité, dans la fonction publique, bien entendu, qu'il faille faire des réformes, bien entendu. Mais penser que tout sort de là, je pense que c'est se tromper. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est pas que le chômage augmente en France comme il augmente ailleurs. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'augmente pas plus vite. Il devrait augmenter bien plus vite, compte tenu de la crise économique qu'on est en train de vivre, compte tenu de la chute d'activité que l'on a connue, compte tenu de la productivité de nos salariés. On devrait avoir à peu près 650 000 destructions d'emplois depuis le début de la crise. Il n'y en a eu que 390 000, entre guillemets, c'est énorme. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises continuent à avoir des sureffectifs dans leurs entreprises. Et donc que le pire est à venir. Et ça n'a rien à voir avec cette fonction publique, encore une fois. Guillaume Roquette. Oui, on dit ce qui est vrai qu'on a déjà connu dans le passé une situation de chômage comme celle qu'on vit actuellement. En 97, je crois, on était à peu près au même niveau, c'est-à-dire entre 10,5 et 11%. La différence, c'est qu'à l'époque, on pouvait encore remettre du charbon dans la locomotive, comme on le fait en général en France, c'est-à-dire par de la dépense publique. Et ce qui est nouveau dans la situation d'aujourd'hui, et ce qui peut expliquer, me semble-t-il, le pessimisme d'une grande partie de la population, c'est que on sait, on sent, et on nous répète tous les jours que le niveau de l'endettement public et le niveau de la dépense publique a atteint un seuil qui est quasiment insupportable pour l'économie française. Et que donc, on ne peut plus, par de l'action publique, faire baisser le chômage. Alors ensuite, la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire ces mesures d'assouplissement dont parlait Bernard Vivier à l'instant. Elles ont été prévues. C'est ce fameux économie d'impôt pour les entreprises de main-d'œuvre. Ces éléments-là, ils existent. Mais ce ne sont des éléments qui ne peuvent entrer véritablement en vigueur, comme les mesures sur la flexibilité du marché du travail, que si les affaires reprennent. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, c'est qu'on attend la croissance. On attend le retour de la croissance. Ce qui est une espèce d'aveu d'échec en disant « nous ne pouvons plus rien faire ». Et comme on sait que la croissance, on ne peut pas la remettre en route chez nous, ça fait le lien avec le sujet précédent. On se tourne vers Madame Merkel en disant vous êtes quasiment à l'équilibre budgétaire. Vous avez des niveaux de salaire qui sont plus bas que les nôtres. Donc vous pouvez relâcher un petit peu la pression et remettre un peu d'argent pour que ça reparte. La croissance, c'est pas comme le soleil. Le soleil, on sait qu'il reviendra. Alors le soleil, il y a des jours où on se pose la question. Oui, effectivement. Le problème, on arrive là au fond de l'incompréhension entre la politique qui est menée par François Hollande et un très grand nombre d'observateurs, voire de Français. C'est-à-dire que François Hollande considère que la croissance, comme le soleil, va revenir. C'est-à-dire qu'on est juste en bas de cycle. Ce à quoi d'autres répondent que si on ne fait pas les réformes structurelles, la croissance ne reviendra pas en France parce que la France a décroché pour ce fameux problème de compétitivité dont on a déjà parlé. Et si je vous dis que le président de la République est un excellent judoka qui sait utiliser entre autres Bruxelles et Berlin pour finalement finir par prendre un certain nombre de mesures forcément impopulaires dans notre pays. Alors c'est possible, effectivement. C'est gentiment ce qui est en train de se dessiner. Alors oui, et l'exemple le plus caractéristique de ça, c'est évidemment la réforme des retraites. Elle a été annoncée. On sait qu'il y a un calendrier qui est mis. Et en même temps, quand Bruxelles, mercredi, la Commission européenne, M. Barroso nous dit « Vous allez, s'il vous plaît, réformer les retraites et rapidement, et vous allez mettre fin à l'inégalité entre les régimes. Suivez mon regard. » François Hollande se braque et dit « Ce n'est pas à la Commission
de nous dire ce que nous avons à faire. De temps à autre, quand on est président de la République, il faut bien faire un peu le président de la République. Absolument, surtout qu'en plus, il a juridiquement raison. Il a juridiquement raison, puisque la Commission peut surveiller le budget, notamment les dérapages en termes budgétaires, mais la politique économique, elle ne relève pas stricto sensu de la compétence de M. Barroso et des commissaires. Le problème, c'est que quand François Hollande dit « laissez-nous faire », les syndicats comprennent que ça veut dire que finalement, on a encore du temps. Et donc, ils gagnent toujours du temps, mais en gagnant du temps, ils ne résolvent pas les problèmes. Vous voyez une réaction de téléspectateurs qui nous disait « Des milliers de propositions d'emploi ne trouvent pas de preneurs. Les jeunes veulent-ils travailler dans le showbiz ?» Alors, le sous-entendu, c'est on sait qu'il y a un décalage qui nous laisse toujours stupéfaits entre des entrepreneurs qui attendent de la main-d'œuvre et une main-d'œuvre, elle aussi de bonne foi, qui cherche du boulot. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ça ne coïncide pas, ce genre de choses ? Tout à fait. Juste avant, je voudrais rebondir, si vous permettez, sur ce que vous avez dit. À la fin des années 90, je pense que c'est ce que les téléspectateurs ressentent, c'est que l'histoire se répète. Certes, la dette était moins importante, mais on devait se qualifier pour la zone euro, et donc on nous faisait le même coup. Augmenter la TVA, les dépenses publiques étaient trop importantes, et donc il fallait la réforme des retraites, le même coup. Donc les gens se disent, c'est ce que je disais tout à l'heure, non mais attendez, c'est exactement la même histoire qu'il y a 20 ans, on n'a pas progressé d'un pouce. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse de la fin des années 90, et je pense que le sentiment était le même. Pour répondre à votre question, sur le bon point des milliers de propositions d'emploi ne trouve pas preneur. Voilà, et ça me permet aussi de dire qu'est-ce que j'entends par on peut essayer autre chose, et on peut essayer des choses simples. C'est bien d'avoir l'esprit d'escalier. Qui sont pas forcément très politiquement vendeuses, mais qui seraient efficaces si on prend ce qui a marché dans les autres pays de l'Europe. Premièrement, pour ça, il y a des dispositifs pour les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien. Et il faut savoir que chez eux, le taux de chômage est de 50% et que c'est eux qui font monter, si je puis dire, la moyenne du taux de chômage des jeunes. Donc pour cela, il y a des dispositifs d'apprentissage des connaissances de base qui sont mis en place, par exemple au Royaume-Uni, et qui permettent significativement d'améliorer le taux d'emploi de ces jeunes qui sortent du système scolaire sans rien et qu'il ne faut pas confondre avec des jeunes peu qualifiés, ce qui est encore une autre population. Donc là, typiquement, ça permettrait à ces jeunes d'entrer sur le marché du travail et de pouvoir éventuellement répondre à ces offres d'emploi. C'est quoi, moins de versinge théorique, c'est plus de formation professionnelle? C'est pas de la formation professionnelle, encore une fois, c'est reconnaître que l'école ne permet pas de temps en temps, d'acquérir toutes les connaissances de base, c'est un peu des euphémismes, enfin tout le monde comprend, et donc offrir cette possibilité à des jeunes qui n'ont pas eu cette chance dans le système scolaire traditionnel. Donc c'est vrai que c'est difficile politiquement parce que c'est reconnaître que l'école ne le permet pas. Oui. Donc c'est le sujet qui est posé, mais en même temps c'est simple à faire. La deuxième proposition simple que j'ai, c'est les Suédois qui l'ont mise en place, c'est de faire bénéficier les plus de 45 ans de formation professionnelle. C'est bête, hein. Plus de 45 ans, vous avez le droit à une formation professionnelle, ce qui évite les pré-retraites et ce qui évite l'écart entre le salaire et la productivité des plus âgés. Parce qu'en France, on a la productivité des plus âgés qui diminue et le salaire qui reste très élevé et donc leur employabilité diminue. Donc on les met en pré-retraite. Bon, les Suédois ont réglé le problème, non pas en baissant le salaire, mais en augmentant la productivité, ce qui est plus vendeur et ce qui donne plus d'espoir. Comment? Simplement en les faisant bénéficier de formation professionnelle. On est d'accord, mais si je fais de la formation professionnelle, notamment pour les seniors, il faut qu'à l'arrivée, je sois sûr qu'ils aient du boulot, parce que sinon je fais... Oui, mais là, c'est l'effet d'entraînement. En Suède, par exemple, le taux d'emploi des plus de 55 ans est 2 fois supérieur au nôtre grâce à ça. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, je vais peut-être la compléter, parce que la question d'appariement, effectivement, elle existe et elle agace quand on est en taux de chômage de masse. On se dit comment ça se fait qu'il y ait des offres d'emploi non pourvues. Absolument. Mais tout de même, il faut juste rappeler un peu les chiffres. Les offres d'emploi non pourvues, il y a une étude, elle est sortie la semaine dernière, c'est Pôle emploi. Il y a 200 000 emplois non pourvus. Il faut les comparer, non pas au nombre de chômeurs, mais au nombre de contrats signés et d'embauches chaque année. Et aujourd'hui, en France, en 2012, vous avez 22 millions de contrats qui ont été signés. Et donc, vous avez sur ces 22 millions de contrats signés, vous avez 200 000 qui n'ont pas trouvé preneur. Mais vous voyez que... Il n'y a que 200 000 emplois non pourvus dans c'est ce que dit l'étude de Pôle emploi. Après, vous avez des chiffres un peu plus farfelus entre nous qui sortent, on additionne des chiffres qui sortent de cela, mais le chiffre officiel de Pôle emploi, c'est 200 000. Vous qui êtes un bon lecteur de ces chiffres-là, et des excès ou des minorations des uns et des autres, si je puis dire, vous nous dites ça me paraît
ça me paraît, ça devrait être près de la vérité. Oui, le 200 000. Mais alors attendez, mais ce 200 000-là, ensuite, quand vous questionnez les gens de Pôle emploi, et vous dites, oui, mais attendez, dans ces 200 000, il y a des personnes qui recherchent une secrétaire trilingue avec portugais, chinois, etc. Donc, des offres d'emploi qui ne peuvent pas être pourvues. On les a pas. Et c'est beaucoup. Et donc, ils vous disent... C'est ce que je vois toutes les semaines sur le truc où on met les petites annonces de mon supermarché, c'est pas des secrétaires trilingues. Non, mais moi, je vous dis ce que lusophono-chinoise. Non, mais alors, vous lisez ce que vous voyez sur le supermarché. Oui, je regarde, je suis curieux. Moi, je lis l'étude de Pôle emploi. Après, moi, je fais la macroéconomie et je questionne ces gens-là. Alors, si Paul est là, ça va mieux. Non, mais voilà. Et que nous disent ces gens-là? Ils nous disent qu'effectivement, il y a des secteurs en tension, et il y en a en fait assez peu. Vous avez les ingénieurs informatiques, vous avez les métiers de bouche. Et les métiers de bouche, c'est un problème d'attractivité. C'est-à-dire que les conditions de travail sont extrêmement dures et les rémunérations extrêmement faibles. Donc, en fait, globalement, on peut se dire qu'il y a une grosse partie chez les bouchers, chez les restaurateurs, c'est un problème d'attractivité. Et ensuite, effectivement, il y a certaines tensions il y a ingénieur informatique et il y a surtout assistante maternelle, dont toutes les aides, mais qui sont pareilles, des emplois à une durée du travail extrêmement faible, à peu près 10 heures par semaine, payés au SMIC. Donc, effectivement, ça attire pas énormément les Question taboue. Est-on sûr que moins en proportion d'indemnisation chômage ne créerait pas une attractivité plus grande pour ces emplois dont vous nous parlez? Alors, et est-ce qu'on réfléchit à cette question? On essaie de trouver des chiffres. Mais bien sûr qu'on réfléchit. Il y a eu les prix Nobel en 2010. Ce sont 3 économistes, Diamond, Mortensen et Pizarrides, qui ont eu le prix Nobel sur cette idée-là. Enfin, sur la question. Ils ont travaillé énormément sur l'indemnisation chômage. Est-ce que quand elle est trop généreuse, c'est nuisible à l'emploi? C'est exactement la question que je vous pose. Eh bien, globalement, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, bien sûr, c'est ni oui ni non, sinon on n'aurait pas le prix Nobel. Et donc, ils disent, ça dépend, mais alors, je vais vous expliquer globalement. Ils disent que ça dépend, et surtout, ce qui vous explique très bien, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est que ça dépend du contexte économique. Quand vous vous rapprochez du plein emploi, quand vous êtes en haut de cycle, alors effectivement, il faut baisser l'indemnisation chômage. Par contre, quand vous éloignez du plein emploi, quand vous êtes en période de crise, non. Pourquoi? Parce que c'est important que les personnes qui perdent leur emploi réfléchissent à ce qu'ils vont faire demain. Et pour réfléchir, il ne faut pas être dans l'urgence. Et pour ne pas être dans l'urgence, il faut leur laisser du temps et un moyen financier pour avoir ce temps. Et en même temps. France-Allemagne, je vous redonne la parole juste après, deuxième reportage de l'émission. Excusez-moi. En tout cas, s'il y a une entreprise qui incarne le modèle allemand, c'est bien l'usine Bosch de Rodez, dans l'Aveyron. Premier employeur privé du département et en plus des syndicats et une direction qui viennent de signer un accord de compétitivité pour maintenir l'emploi jusqu'en 2018. Les Allemands investissent 29 millions supplémentaires. En contrepartie, hausse limitée des salaires, modulation du temps de travail en fonction de l'activité, bien entendu, et plan de départ anticipé à la retraite. François Hollande salue l'accord. Reportage sur place de Maxime Beneteau, Clémence Delabaume et Mathieu Vibaud. C'est le poumon de l'économie locale. L'usine Bosch de Rodez, fabricant d'injecteurs pour moteurs diesel, le premier employeur privé de l'Aveyron. Ce jour-là, les quelques 1500 salariés reçoivent la visite du président. Ça fait 2 ans. Je fais un apprentissage et après j'étais embauché ici. La raison de sa venue, l'accord local de compétitivité signé il y a un mois entre la direction et les syndicats. Soyez fiers de ce qui se fait dans cette entreprise. Soyez conscients que l'accord qui a été signé peut inspirer d'autres entreprises partout en France. Il y a un moment, quand il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il pleut tout le temps, au moins depuis 1 an. Vous allez voir, ça va se lever. Merci. Il a quand même dit à la fin de son discours qu'on avait valeur d'exemple un peu pour les autres. Et quelques minutes plus tard, débriefing dans le local syndical. Pas question de laisser François Hollande se servir de leur accord pour vanter l'ANI, l'accord interprofessionnel de janvier dernier sur la sécurisation de l'emploi. Une négociation, c'est toujours quelque part une perte d'acquis sociaux. Donc on ne peut pas estimer que des négociations amènent une fierté quand on perd des acquis. Et ils en savent quelque chose. Modulation du temps de travail en fonction de l'activité, hausse limitée des salaires ou encore plan de départ volontaire en pré-retraite. Des efforts, ils en ont consenti après 2 mois d'âpres négociations et même 2 jours de grève. Vous voyez qu'on a démarré le conflit, alors comme il faisait froid, vous voyez qu'on avait fait quand même un bon feu. Ce conflit a été quand même suivi par plus de 90% du personnel, avec un appui quand même très fort.
du personnel. C'était pas un conflit seulement pour un acte de présence. C'était quand même fait pour démontrer la direction de notre mécontentement. Là, ils ont vu un mouvement pur et dur qu'on était déterminés. Mon dialogue social, il faut le chercher, il faut le provoquer, il faut aller le chercher. Et là, ce n'était pas au début. On a trouvé le dialogue social. Et ça peut mener, oui, à sauver une entreprise, ça peut mener à améliorer les conditions de travail, ça peut mener à assurer l'avenir d'un site aussi. En contrepartie de la réduction du coût du travail, la direction du groupe allemand met la main au portefeuille. Vous avez une ligne d'assemblage d'injecteurs pour le moteur diesel. Bientôt, 29 millions d'euros seront investis dans une deuxième ligne de fabrication. Cet investissement avec le programme que l'on voit aujourd'hui et les démarrages de véhicules, ça nous permet d'avoir au moins une visibilité sur 5 ans, donc jusqu'à l'horizon 2018. Alors après, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans l'investissement que l'on fait, on a déjà prévu d'intégrer des emplacements pour des nouvelles stations pour pouvoir passer à la génération suivante d'injecteurs. Avec cet accord de compétitivité signé à l'usine Bosch de Rodez, le modèle allemand s'invite au cœur de l'Aveyron. Le climat de négociation, où tout le monde reste lucide sur les efforts des uns et des autres, donc ça semble exemplaire. Ça nous est donné comme exemplaire par un président de gauche élu il y a un an. Juste et sans démagogie, je voudrais vous faire remarquer, quand je vois ce genre de situation, je pense quand même toujours aux salariés de Continental à Clairvaux qui étaient repassés à 40 heures et finalement l'usine a fermé. Alors bon, c'est pas du tout pour faire tomber. S'ils ont un accord et du boulot jusqu'en 2018. Et que les Allemands viennent ouvrir une seconde chaîne, c'est formidable, personne ne le conteste. Mais voilà, je vous renvoie à ça parce que ça pose quand même beaucoup de questions et ça explique peut-être certains mouvements sociaux, voire certains blocages syndicaux dans les négociations. Bernard Vivier. Oui, parce qu'une négociation, comme toute négociation, une négociation sociale, et particulièrement une négociation sociale, elle est basée sur la confiance. Chez Continental, une organisation syndicale majoritaire avait signé avec la direction de l'époque, avant la crise de 2007, 2008, 2009, avait signé un accord qui relevait le temps de travail et qui demandait aux salariés de consentir de gros sacrifices. Et les salariés ont dit plutôt des sacrifices sur le temps de travail et sur les salaires que de perdre l'emploi. Et c'était un contrat. Le contrat n'a pas été respecté. C'était par la direction. Et une nouvelle direction allemande est arrivée. Là-dessus, la crise aussi a accentué le phénomène. Évidemment, la désespérance a été terrible. Les organisations syndicales portées à la négociation, c'était la CFTC à l'époque, avec la CFDT, ont été balayées. Et c'est une organisation syndicale qui en fait était un parti politique d'extrême gauche, lutte ouvrière, qui a pris le pouvoir et qui a transformé l'entreprise en poudrière. On vient d'en avoir aujourd'hui les conséquences. Eh bien, c'est en train de disparaître. Ces entreprises qui se transforment en poudrières, eh bien, elles disparaissent. Et qui en fait les frais? Les salariés. Les organisations syndicales, elles sont là pour négocier, pas pour mettre le feu au baril. Alors, le modèle allemand dans l'Aveyron, ça vous inspire des commentaires? Il y a peut-être une affinité qui est que les Aveyronnais sont des gens réputés pour être des gens travailleurs, rigoureux, et donc peut-être que les Allemands ont retrouvé là un état d'esprit. Je pense que plus que le caractère semblable de l'Allemagne et de l'Aveyron, c'est peut-être la clé d'explication de cet accord réussi, c'est l'activité elle-même de l'entreprise. Bosch est une marque mondiale, extrêmement technologique, qui profite des marchés en croissance, et donc effectivement, il y a un environnement qui est relativement porteur, avec des salariés qui sont des ouvriers très qualifiés. Donc les éléments sont là pour avoir une forme d'entreprise qui a réussi sa mondialisation. En tout cas, apparemment, Bosch aime bien employer les ouvriers français. Oui, c'est vrai, la preuve. Effectivement, et le fait que ce soit une entreprise... On n'est pas si mal chez nous, alors. On n'est pas si mal chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que Bosch est une entreprise allemande. C'était évidemment symbolique pour François Hollande qui voulait montrer à quel point l'axe franco-allemand était réussi. Une entreprise allemande, c'est aussi, les statistiques nous le disent, une entreprise ce sont des entreprises qui exportent davantage, qui sont davantage ouvertes vers le grand large que les entreprises françaises, notamment pour des raisons de taille, parce que Bosch, ça vous a pas échappé, est aussi une très grande entreprise. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de réponse unique à ce problème du chômage. Entre une grande entreprise comme Bosch, qui peut effectivement élaborer un accord social relativement sophistiqué comme celui-là, et puis les emplois non pourvus dont on parlait tout à l'heure, qui sont des emplois de restauration, des emplois de service à la personne, qui sont des emplois peu qualifiés, où là, Pôle emploi, de façon très claire, dit, ben voilà, dans telle ville, il y a tant d'emplois qui sont non fournis, dans telle ville, il y en a tant d'autres, et là, il y a un blocage, parce que ce sont les employeurs qui le disent. Ils ont des difficultés à trouver des gens qui considèrent que le système social tel qu'il est ne les incite pas
à travailler. Et évidemment, on ne peut pas comparer un commis de cuisine avec un ouvrier hautement qualifié chez Bosch. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se joue dans l'Aveyron? Alors, vous avez mis le doigt sur la question. Vous avez espéré que les salariés gardent leur emploi malgré tout. Oui. Or, ça n'est pas prévu dans l'accord. C'est-à-dire que ce qui est prévu, c'est que le site soit encore là, au moins jusqu'en 2018. Mais pas que le nombre d'emplois soit garanti. Et c'est là la vraie différence entre les négociations compétitivité emploi allemandes et françaises. Parce que en Allemagne, quand les baisses de salaire ont été négociées, en contrepartie, il y avait la garantie de l'emploi sur une période. Et ça, ce n'est pas le cas en France. Et ce qui me frappe, ce qui est très illustratif avec cet accord, c'est qu'encore une fois, on a le sentiment que l'investissement en capital humain n'est pas de l'investissement, c'est-à-dire que c'est de l'investissement dans les machines et que l'homme en France ne sert pas à la croissance, ne sert pas à la compétitivité. Donc ça, je trouve ça extrêmement archaïque comme façon de faire. Et la deuxième chose, c'est que, encore une fois, on dit on va mettre les gens en pré-retraite à 57 ans et plus. Or, on sait qu'on va devoir travailler plus longtemps et que justement, il faudrait plutôt former ces gens-là. Donc, quelle leçon on a tiré des années 90 quand on regarde cet accord? Finalement, pas grand-chose. On se dit juste que maintenant, c'est possible sans que ça déclenche de grosses grèves. Non mais c'est intéressant ce qui a été dit, parce qu'effectivement, et contrairement à ce qu'a dit Guillaume Roquette, ils ne travaillent pas plus que nous, les Allemands. Au cours de la crise, ils ont au contraire baissé le temps de travail. La différence entre les accords signés en Allemagne et les accords signés chez Renault, chez Peugeot ou dans l'Aveyron, c'est qu'en Allemagne, c'était on baisse le temps de travail, et donc du coup on baisse les salaires, et on maintient l'emploi. Là, c'est on maintient les salaires, on augmente la durée du travail, ça c'est Renault. Donc on voit bien qu'il y a le volume horaire qui chute. Ça sera mon prochain reportage. Oui, mais on voit bien que le volume horaire chutant, vous avez deux solutions, soit vous baissez l'emploi, soit vous baissez la durée du travail. En Allemagne, ils ont dit on baisse la durée du travail et on maintient l'emploi. Oui. Nous, en France, on dit on maintient la durée du travail et on baisse les salaires. Donc c'est un accord qui est en période de croissance. Effectivement, quand vous avez la croissance, bah, vous avez besoin de gagner un peu en compétitivité pour gagner des parts de marché, ça va. Là, aujourd'hui, on est en récession. En récession, si on ne baisse pas le temps de travail, eh ben, on n'y arrive pas. Donc il y a deux façons de le faire. Soit on fait ces accords emploi, c'est-à-dire qu'on baisse les salaires, mais là, les syndicats ne sont pas contents parce qu'il y a baisse des salaires. Oui. Soit on fait du chômage partiel. Et en Allemagne, ils ont fait les deux. Et je ne comprends pas pourquoi en France, on n'utilise pas justement cet assouplissement de Bruxelles pour faire du chômage partiel. On sait que le chômage partiel, c'est ce qui a permis à l'Allemagne de s'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté... le principe du chômage partiel. Le chômage partiel, c'est que vous baissez la durée du travail de votre salarié. Donc vous, en entreprise, vous lui payez au salaire horaire fois sa durée du travail, donc vous payez moins. Et le complément, une partie du complément en tout cas, c'est l'État qui le finance. Et donc du coup, pour le salarié, c'est à peu près à quelque chose près à 90% votre ancien salaire, donc vous n'avez pas une chute de pouvoir d'achat énorme. Et donc pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant à double titre. C'est intéressant aujourd'hui parce qu'on a un problème d'offre, effectivement, mais on a surtout un problème de demande. Donc si vous arrivez à comprendre votre problème de demande, mais en baissant les salaires trop fortement, vous allez accroître le problème de demande et donc diminuer les carnets de commandes. Et donc du coup, vous allez être dans un cercle qui est très vicieux. Brièvement, c'est une forme d'aide à l'entreprise? Oui, si vous voulez. De fait. Oui, c'est aide à l'entreprise, par le mais soutien aide aux salariés aussi. C'est-à-dire que là, il y a une différence entre les accords. C'est l'État qui paye une partie du salaire, en fait. Voilà, exactement. Mais dans les accords de la NI du 11 janvier, c'est perte de salaire. D'accord. Un mot et on va voir le prochain reportage. Et c'est là où on en revient toujours à la situation qui est française et malheureusement française. On appelle toujours l'État à la rescousse. Quand une entreprise va mal en France, elle coupe les intérimaires, elle réduit les embauches de contrats à durée déterminée, ensuite elle fait du chômage partiel, c'est-à-dire elle demande à l'État de payer à sa place, et enfin on entre dans le dur. Les accords qui se développent en ce moment, Renault par exemple, mais aussi Bosch, c'est une nouvelle façon de voir les choses et positive, c'est-à-dire créer de la souplesse, de la flexibilité, de l'élasticité. Voilà. Oui, mais en Allemagne, excusez-moi, mais en Allemagne, ils ont fait massivement, ils ont fait 1 600 000 personnes en chômage partiel, donc ils ont utilisé ce dispositif. Il n'y a pas de il y avait de la croissance, dit Mathilde. Mais de la confiance. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de réponse absolue. Est-ce qu'il faut travailler plus ou moins? La réponse, ça dépend de la conjoncture et des carnets de commandes. La différence, c'est que l'Allemagne s'adapte de façon beaucoup plus facile. On parlait de la différence entre 97 et aujourd'hui. L'une des différences, c'est qu'on est passé aux 35 heures impératives pour tout le monde. Et pourquoi est-ce que le chômage partiel en France, ce ne sont que les grandes entreprises? Parce que c'est cher et que c'est compliqué.
diminuer. Alors qu'en Allemagne, vous pouvez diminuer les salaires et le temps de travail beaucoup plus facilement. Il ne faut jamais découpiller les 35 heures avant de lancer un reportage. Alors, il y a 48 heures, le président Hollande reconnaissait, lui, que notre pays connaissait effectivement des problèmes de compétitivité au sens le plus large du terme. On cite généralement l'exemple du secteur automobile. Chez Peugeot, on négocie avec espoir un accord pour l'automne prochain, flexibilité contre sécurité de l'emploi. En mars dernier, mais chez Renault cette fois-ci, Renault-Flin, on maintenait l'emploi pour construire la Nissan Micra. C'est une relocalisation en contrepartie des salaires en baisse, en contrepartie des salaires et augmentation du temps de travail, pourtant salué par le ministre Montebourg. Alice Malbert et Pierre-Jean Perrin. Ça va? Bienvenue. Content d'être à plein. Ouais, je suis content de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Après avoir arboré la marinière, c'est en blouse de travail Renault que le ministre du redressement productif s'est rendu à l'usine de Flins. Accompagné de Carlos Ghosn, Arnaud Montebourg a vanté l'accord de compétitivité signé il y a 2 mois entre la direction et les syndicats. Car de cet accord découle la fabrication de la Nissan Micra sur le site de Flins dès 2016. Un véhicule actuellement produit en Inde. Vous avez fait le choix de la France et je tiens, au nom du gouvernement tout entier, du président de la République, du Premier ministre, vous en remercier. Chaque année, 80 000 Micras sortiront de cette usine des Yvelines, en plus des 2 générations de Clio et de la Zoé déjà fabriquées sur le site. Une production supplémentaire qui devrait créer des emplois selon la direction. Il est très probable qu'il y aura des embauches. Il est très probable. Combien? Alors, cette charge de travail représente à peu près 1000 emplois. Combien de ces 1000 emplois seront embauchés? Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Dans le cadre de l'accord, les ouvriers avaient accepté un gel des salaires ainsi qu'une augmentation de leur temps de travail. Alors l'idée semble inspirer les concurrents. Mercredi, PSA Peugeot Citroën a ouvert à son tour le chantier de la compétitivité. Pour le DRH du groupe, ce n'est pas Renault mais l'accord signé dans l'usine PSA de Sevel-Nord qui doit orienter les négociations. Je ne vais pas commenter quelque chose que je connais moi sur Flins Renault, ce n'est pas le sujet. Sur Sevel-Nord, il y a eu des solutions, là aussi, qui ont été trouvées, mais par la négociation, et qui répondaient aux enjeux à l'époque de l'usine de Sevel-Nord. Là, on se situe bien au niveau du groupe PSA, hein, donc on n'est pas forcément sur, bien sûr, les mêmes enjeux, sur les mêmes solutions, et là aussi, mais la méthode sera similaire. Pour l'heure, la direction ne communique aucune piste. Mais le nouveau contrat social viserait à économiser 100 millions d'euros par an. La majorité des organisations syndicales est prête à négocier, mais exige la sauvegarde de toutes les usines françaises après la fermeture d'Aulnay. PSA est énormément présent en France. Sur l'Europe, 23 usines, 19 sur la France au total. Donc nos incontournables seront de préserver maintenant chaque site, chaque usine, parce que derrière chaque site et chaque usine, il y a des salariés. Donc nos incontournables seront déjà ceux-là. Il faut garantir les charges de travail sur ces usines-là pour garder les emplois. L'usine de Poissy devra reclasser la moitié des 3000 salariés d'Aulnay dès 2014. Et un plan de 700 départs volontaires a été ouvert. La CGT refuse de prendre part aux discussions. Pour Force ouvrière, l'accord de compétitivité est nécessaire, mais sous certaines conditions. Nous, ce qu'on n'acceptera pas, c'est baisse de salaire, baisse des salaires, des augmentations du temps de travail non compensées, une flexibilité insoutenable, avec le travail du dimanche et tout. Mais je pense que ça, on n'ira pas. C'est pas ce que veut la direction. Et puis ce qu'on veut, c'est refaire une politique sociale, disons, reprendre un vrai dialogue social qui a été un petit peu arrêté depuis 2010 du fait de la crise. On nous parle de pérennité des emplois, des sites, sauf que dans le même temps, on supprime 5000 emplois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de vider les usines, et puis dans 3 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc nous, on pense qu'il y a un double langage, et on n'a pas du tout confiance dans ce qu'on nous dit. L'accord de compétitivité devrait aboutir en octobre prochain, alors que le groupe est déjà engagé dans un vaste plan de restructuration, prévoyant la suppression de 11 200 postes d'ici l'année prochaine. On va revenir sur ces 2 entreprises et sur le secteur automobile. On a cette question d'ordre plus général, mais à laquelle il faut répondre. Est-il vrai que l'État prépare une nouvelle loi sur la flexibilité du travail en se basant sur le modèle allemand? À ma connaissance, Non, à ma connaissance, non.
Mais le président nous parle de flexibilité, donc peut-être que ça... Oui, parce que dans son esprit, quand il parle de flexibilité, c'est la retranscription dans la loi de l'accord qui a été signé au mois de janvier entre le patronat et les organisations syndicales, sauf la CGT. Je pense que c'est effectivement ça qui est dans les tuyaux, mais peut-être qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur qu'est-ce qu'on appelle la flexibilité en Allemagne. Hein. Enfin, alors, c'est très difficile de faire des comparaisons, mais l'OCDE le fait. C'est la seule organisation qui essaie de comparer cela. Et qu'est-ce qu'il vous dit l'OCDE? C'est qu'effectivement, la rigidité du marché du travail en France est très importante et on est dans les pays les plus rigides en termes de marché du travail. Donc c'est pour ça que les recommandations sont il faut flexibiliser le marché du travail. Rigidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de définir la flexibilité. C'est-à-dire qu'il va difficulté de licencier, insécurité juridique, toute la réglementation qu'il y a autour du marché du contrat de travail. Mais ils vont au-delà de ça. Et on s'arrête systématiquement à l'indicateur synthétique. Oui. Et ils rentrent dans le détail. Et ils regardent, oui, mais il y a différents contrats. Il y a les contrats permanents et les contrats temporaires. Oui. Et quand on se compare à l'Allemagne, ça c'est passionnant, c'est que avant 97, on était dans une rigidité, une réglementation qui était identique. Et puis, il y a eu un décrochage. Effectivement, l'Allemagne a flexibilisé avec les réformes Hartz et nous, on a à peu près stabilisé. Donc l'écart est important. Et quand on rentre dans le détail, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la réglementation d'emploi permanent, c'est-à-dire en CDI, l'Allemagne a plutôt rigidifié son marché du travail. Plus de réglementation et maintenant une réglementation qui est plus forte dans les emplois permanents. En revanche, ils ont flexibilisé à outrance dans le travail temporaire. Donc la flexibilité à l'allemande, c'est faire des petits boulots encore plus flexibles. Et donc vous avez 2 Allemagnes, mais ça on l'a déjà dit ici, une Allemagne industrielle, un cœur, qui est très rigide, avec un contrat de travail qui est protégé, avec des salaires qui sont élevés, plus élevés qu'en France. Un ouvrier qui travaille dans l'industrie en Allemagne est mieux payé qu'en France. Et tout autour, une périphérie dans les services, avec des emplois avec une durée du travail extrêmement faible, avec peu de protection et avec un salaire extrêmement bas. Et donc, voilà, c'est une dualité et une segmentation du marché du travail en Allemagne. Donc, si c'est ça le modèle que l'on veut suivre, attention. Voilà, ça veut dire qu'on va flexibiliser les emplois précaires et on va rendre plus protégés les autres. Oui, moi je nuancerais un petit peu ce propos. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a par exemple ce qu'ils appellent les mini-jobs, qui sont l'une des réformes introduites par Schröder dans l'agenda 2010 et qui sont payés à peu près 400 €, mais qui sont complétés... Voilà, par mois, mais qui sont complétés quand même par une aide de l'État et qui sont des temps partiels. Mais tout ça est accepté en Allemagne. Simplement, vous parliez des salaires qui étaient plutôt élevés, effectivement, pour les ouvriers, par exemple, de l'automobile. Mais quand il y a eu la crise, il y a eu, on le disait à l'instant, des accords beaucoup plus rapides et beaucoup plus nombreux sur une baisse concomitante des salaires et du temps de travail. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que oui, avec du chômage partiel. Oui, avec du chômage partiel. Compensé. C'est vrai, mais tout ça se passe de façon beaucoup plus souple. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 exemples qu'on vient de donner, Bosch, PSA et Renault d'ailleurs, à chaque fois, ce sont des grosses entreprises, donc qui ont des syndicats qui sont là pour négocier avec des DRH compétents. Donc globalement, ils vont arriver à flexibiliser à peu près comme il faut. Mais pour les PME, qui sont l'essentiel de l'emploi en France, c'est tellement complexe qu'elles n'y arrivent pas. Et donc, on est dans des situations où, en gros, la conjoncture de ces entreprises se détériore de plus en plus, elles ont du mal à réagir, et souvent, ce n'est que tardivement qu'elles prennent des mesures dramatiques de licenciement en masse, et que donc, cette souplesse-là, on ne l'a pas, en tout cas pas encore. Est-ce qu'il y aurait, une différence quasiment culturelle de mentalité qui ferait qu'en Allemagne, aujourd'hui, on accepte une dose de précarité, là où en France, on souhaite continuer, ce que je peux très bien comprendre, mais voilà, à encadrer et à préserver quelque chose qui est plus dans le, je sais pas, dans le tempo du monde, ou en tout cas de la mondialisation. Oui, réponse oui, parce que en France, l'idée de relation avec l'employeur, elle est encore assise sur l'idée de statut, et de statut à caractère un peu indéfini. Ça a de bonnes choses, ça a de bonnes vertus, mais ça a aussi une faiblesse. Aujourd'hui, l'idée de sécuriser l'emploi et la négociation, ça ne veut pas dire maintenir les salariés. Ça veut dire créer les conditions pour que quand l'emploi s'en va, le salarié ne perde pas tout, c'est-à-dire tout son statut, son existence, sa capacité à rebondir. Et donc, la question de la formation, la question de la mobilité, la question de l'accompagnement, voilà ce que l'on trouve dans ces accords d'entreprise et qui vont se développer. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans l'accord PSA, mais on le voit bien. Oui. Les syndicalistes le disent. Attention, la durée du travail, les horaires, les salaires, tout ça, n'y touchez pas trop. Et semble-t-il, la direction ne va pas trop exciter les syndicats là-dessus. Par contre,
tout ce qui est anticipation de l'action, c'est important. Oui. Et l'accord de janvier dernier que le gouvernement entend installer, c'est bien dire, vous pourrez un jour peut-être perdre votre emploi et le risque est de plus en plus grand aujourd'hui, mais vous ne perdrez pas tout en perdant votre emploi, parce qu'en amont, nous aurons créé les conditions pour que vous en retrouviez un. Mathilde Lemoine m'a fait remarquer tout à l'heure en voyant le reportage que c'était très bien si on était sûr de vendre les voitures à la sortie. On va passer aux questions SMS. L'État ne sera-t-il pas obligé de faire une réforme de l'assurance chômage dans la douleur? Alors, ce n'est pas l'État. Attention, l'assurance chômage, c'est les partenaires sociaux. Donc, l'État n'a rien à dire sur l'assurance chômage et sur la réforme. Et donc, alors, est-ce que les partenaires sociaux vont devoir faire une réforme? Alors, oui, c'est la grande question, et c'est un peu ce que disait Guillaume Roquette. Est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de rebond potentiel de l'économie? Si on pense aujourd'hui que le chômage aujourd'hui, c'est un chômage structurel, il y a certains économistes qui le pensent. Alors, effectivement, vous n'avez pas d'autre choix que de réformer et de baisser l'indemnisation. Moi, je ne fais pas partie de ces économistes-là. Je pense, quand on regarde les dires d'entreprises dans les enquêtes, il y a un potentiel de rebond. Et pour moi, le chômage structurel est bien plus bas. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin, il est normal que quand on est au-dessus du chômage structurel, il y ait des déficits. Et quand on est au-dessus, ça soit des excédents. Il faut que ça soit équilibré sur le cycle économique. Quand supprimera-t-on les études et diplômes sans débouché qui mènent au chômage? Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement minoritaire par rapport au problème du chômage des jeunes. Et aujourd'hui, encore une fois, le chômage des jeunes, c'est le chômage de ceux qui sortent sans rien. Et le chômage des diplômés. Ce ne sont pas les étudiants en sociologie? Non, je crois que c'est vraiment. Alors, on en parle beaucoup. Il y a toute une psychose autour du chômage des diplômés. Oui. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement que le chômage des diplômés BTS, DUT, c'est 6%, comme celui des ingénieurs, et que celui de ceux qui n'ont rien, c'est 50%. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut s'attaquer tout de suite au vrai problème. Et bien sûr, on peut réformer les filières, mais ça pose un autre problème, c'est-à-dire que ça veut dire professionnaliser les études, donc faire en sorte que vous soyez employable tout de suite, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut une formation permanente hyper solide, parce qu'il faut que vous puissiez vous adapter, c'est-à-dire que l'entreprise qui dit super, vous êtes bien formé, 10 ans après, elle dit ah ben non, ça va pas du tout, moi je veux autre chose, le monde a évolué. Et donc attention à ça. Ça veut dire quoi? Ne pas se préparer à un emploi pour une vie, ce qui n'existe plus, mais à des emplois pour une vie. Et donc si vous êtes dans des filières très professionnalisantes, à ce moment-là, il faut pouvoir bénéficier de formation continue, donc on vient au même problème. Et je crois qu'il ne faut pas croire que c'est un problème de moyen terme, il faut le traiter maintenant et on peut commencer maintenant. Je fais tourner les questions parce que je les ai prises un peu tard. La réforme à l'étude du statut d'auto-entrepreneur ne va-t-elle pas freiner encore plus la croissance? Évidemment, c'est spectaculaire. Il y a quasiment 1 million d'auto-entrepreneurs. Alors, l'auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée son entreprise facilement, éventuellement de façon complémentaire de son emploi salarié, et qui paye moins de charges que les autres artisans, par exemple, pour donner une comparaison. Et c'est ce système-là qui a montré qu'il marchait, qui est en train d'être remis en cause par le gouvernement, qui préfère des dispositifs beaucoup plus administrés comme les emplois d'avenir ou les contrats de génération. Donc on voit bien, là pour le coup, il ne faut pas mettre de la politique partout, mais laisser faire le marché, mettre en place ou sauvegarder une réforme libérale comme celle des auto-entrepreneurs, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans la mentalité française. La France est-elle encore attractive pour les investisseurs? Oui. Il y a une statistique, c'est l'investissement direct étranger. Alors, comme beaucoup de statistiques, elle est imparfaite, mais ce que montre... Bah oui, mais mais ce que montre... Vous qui êtes un homme de chiffres, j'aime voir cette lucidité dans la continuité. Donc il faut pas penser que c'est une vérité vraie. Mais ce que montre en tout cas cette statistique, c'est que on est systématiquement le 3e ou 4e pays d'accueil des investissements étrangers et qu'on reste le 3e ou 4e pays d'accueil. Et donc crise ou pas crise, ça a baissé, bien sûr, mais ça a encore plus baissé ailleurs. Donc globalement, on reste un pays attractif parce qu'on a des bonnes infrastructures, parce qu'on a de la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'on est au cœur de l'Europe. Et donc pour toutes ces raisons-là, on reste attractif. L'Allemagne est passée devant nous. L'Allemagne est passée devant nous. Pourquoi les employeurs proposent-ils autant de CDD de 25 ou 30 heures? Question très précise, c'est intéressant. Des CDD de 25 ou 30 heures. Mais parce qu'il y a aucune... Non, mais c'est non seulement ils proposent de 25-30 heures et avec une durée de à peu près 3 semaines. C'est-à-dire qu'il y a les 22... même pas sur un mois. Voilà, les 22 millions... Même pas une semaine complète et même pas sur un mois. Voilà, c'est-à-dire que les 22 millions de contrats qui sont signés chaque année, vous en avez 66%, les 2 tiers, qui sont de moins de 1 mois.
et à durée partielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Aujourd'hui, qui peut dire de quoi sera fait l'avenir? À la fois parce qu'on sait que la croissance va être un peu molle, et puis parce que les règles du jeu, quand vous entendez Montebourg ou quand vous entendez Moscovici, c'est pas la même règle. Et donc, on se dit, bon, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, et donc je signe des petits contrats, parce que je peux les renouveler, et donc, du coup, je vois si on peut continuer. Là, on avait un Montebourg en tenue. Donc, qui dialogue. Ce qui montre d'ailleurs la forte flexibilité d'un certain marché du travail français. Pas un chômeur dans notre famille de 50 personnes. Y a-t-il une culture du chômage? C'est la question que... Alors, bon, c'est assez dur et en même temps, ce sont des choses qu'on entend très régulièrement. Pensez-vous, voilà, qu'il y a des gens qui baissent les bras trop vite, qui attendent les indemnités trop vite. C'est facile à dire quand on a un emploi et qu'on gagne sa vie. Hein, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas aborder ces questions. Je pense qu'on ne peut pas répondre de façon absolue. C'est vrai qu'il y a un profil de chômeurs de longue durée qui subit pour une question d'âge et pour une question de compétences et parce qu'ils travaillent dans des secteurs d'activité qui ne sont pas porteurs. Et puis il y a effectivement un certain nombre de personnes qui pourraient retrouver du travail, qui parfois d'ailleurs en retrouvent un et qui au bout d'un certain temps disent à leur employeur « Écoutez, j'ai maintenant droit à nouveau à du chômage et je peux, en ayant une activité complémentaire qui ne sera pas déclarée, je m'y retrouve davantage. » Donc là, sans vouloir généraliser, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que le système de couverture du chômage en France ne crée pas des excès parce que, oui, ces excès, ils existent. Pourquoi les plus de 50 ans sont-ils si mal vus sur le marché du travail alors que les politiques affichent facilement 60 ans et plus? Voilà, est-ce que vous trouvez qu'il y a un décalage entre l'activité de nos responsables politiques et ce chiffre voilà, terrible? Bien sûr, regardez, le président de la République salue un accord qui met en pré-retraite des gens de plus de 57 ans. Donc effectivement, c'est un problème et le problème n'est absolument pas mis sur la table. C'est-à-dire comment on fait pour que les seniors restent dans l'entreprise. Les Suédois ont trouvé la solution, c'est pas très compliqué. Non mais l'idée, elle vient du fait que les salaires en France progressent avec l'ancienneté. Oui. Et donc du coup, et alors que normalement le salaire devrait progresser avec la production. Plus j'avance dans la vie, plus je me dis que c'était peut-être pas mal. Voilà. D'accord. Mais non, mais pourquoi ils sont pas aimés chez les entreprises au bout d'un moment? Parce que normalement le salaire doit suivre la progression, votre productivité. Or, comme l'a rappelé Mathilde Lemoine, au bout d'un moment la productivité du senior, puisqu'il est pas formé tout au long de sa vie, puisqu'il vieillit, décline alors que son salaire continue à augmenter. Et au bout d'un certain moment, effectivement, le coût pour l'entreprise d'un senior, d'une personne de plus de 55 ans, devient un peu élevé. Alors c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc on essaie de s'en séparer. Vous êtes chafouin là? Oui, parce que quelqu'un qui a 55, 60 et même 63 ans, sa productivité peut décliner, mais tout ce qu'il peut apporter aux jeunes générations, c'est immense. Les contrats de génération, c'est ça l'objectif. Ce qu'il y a, c'est que dans les entreprises, l'effort de formation des plus de 45 ans déjà décroît et que les systèmes politiques des pouvoirs publics encouragent de fait à se séparer des plus de 55 ans. Il peut continuer à travailler, c'est pas juste transmettre. Il est formé, il peut non seulement travailler, mais aussi transmettre, bien sûr. Question qui n'a rien à voir, mais qui est très amusante si vous avez la réponse. Le gaz de schiste est-il en train de sauver les États-Unis? Ah oui, puisque, enfin, sauver, pas complètement, mais les États-Unis vont être... Est-ce qu'en France, on est en train de se priver de beaucoup d'emplois en ignorant? En tout cas, on est en train de se priver, peut-être de beaucoup d'emplois, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas creusé pour savoir. En tout cas, on se prive d'économies fortes, parce que le pétrole, il n'est plus importé, mais produit sur place. Sauf que ça diminue le coût du travail des entreprises, et si elles n'investissent pas avec cette marge supplémentaire, en fait, très vite, l'effet va s'amenuire. Merci à tous. Rediffusion de Ce C'est dans l'air à 22h30 ce soir, 22h30. Je vous signale que Ségolène Royal sera l'invitée de C'est Politique sur notre antenne à 17h45 dimanche en direct avec Caroline Roux. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve avec grand plaisir mardi. Passez un très bon week-end sur France 5. À la semaine prochaine. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.